Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Gaël qui a une forte et riche expérience dans la partie finance, trading, quantitative market making. Et du coup, comme d'habitude, je vais poser des questions à Gaël et il va nous partager son expérience, son parcours scolaire, son parcours professionnel, qu'est-ce qu'il a, l'expérience qu'il a pu avoir donc en banque finance et puis quels ont été ses challenges, l'environnement de travail et bien entendu les conseils qu'il pourrait donner à des personnes qui voudraient s'orienter euh, donc sur cette voie. Donc Gaël, bonjour. Est-ce que tu peux nous Salut. faire une petite synthèse de justement de ton parcours scolaire là? T'as un parcours assez riche et tu as pas mal Ouais, voyagé pas de aussi. souci. Ouais, ouais. Bah, pour commencer, moi, je viens d'un bac ES, donc économique et social. Donc moi, de base, j'étais passionné par l'économie. Ensuite, j'ai voulu aller en classe prépa pour rester un peu général. J'ai fait une classe prépa école de commerce pour les grandes écoles de commerce. Je savais pas trop où je voulais aller, donc bon, je veux pas trop travailler non plus pendant la prépa pour les concours. Donc j'ai pris une école de commerce qui s'appelait Télécom École de Management à l'époque. Aujourd'hui, elle s'appelle Institut Mines Télécom Paris. Et en gros, c'était une école qui avait un double campus, à la fois ingénieur et école de commerce. Donc ça faisait que j'avais pu avoir une vue assez 360 sur les métiers de l'ingénierie et les métiers du commerce classique, quoi. Suite à ça, j'ai voulu aller en finance, mais du coup, la finance est un peu particulière sur les écoles. C'était pas trop une école target. Du coup, bah, j'ai travaillé mon profil pour avoir un master un peu plus reconnu en finance. Du coup, je suis parti faire un échange universitaire à Hong Kong. J'ai fait un an de césure où j'ai pu faire des stages, voir un peu la finance. Et je suis rentré à Dauphine. Du coup, j'avais deux masters, c'était en partenariat. Et donc, j'ai fait un master en finance, asset management, ça s'appelle le 222, parce que à Dauphine, ils aiment bien les chiffres, en finance. Et du coup, voilà, c'était mon parcours scolaire. Top. Et du coup, alors, comment tu as justement après ce parcours à Dauphine là, est-ce que tu as eu une opportunité immédiate dans la finance? Est-ce que tu as pu intégrer assez Ouais, facilement, je sais pas, un fonds, des asset managers, une banque directement ou tu as eu ouais, des c'est challenges? ça. En gros, bah, c'était un parcours en alternance. Donc en fait, dès que tu rejoins le master, fallait trouver une entreprise qui, en gros, allait payer tes frais de scolarité pour l'alternance, donc pour l'année. Et bah, j'ai profité en fait de mes expériences déjà passées en césure, parce que j'ai fait deux stages de 6 mois en césure, pas forcément super techniques, hein, c'était des stages vraiment de d'entrée en la matière en finance, quoi. Et du coup, ça m'a permis, ouais, je suis rentré en assistant gérant de portefeuille à Amundi. Ensuite, pendant l'alternance à Dauphine. Donc voilà, j'ai fait un an sur le desk. Et c'était ma première expérience, voilà, en finance, on va dire côté vraiment business, quoi. D'accord, ok. Et du coup, sur cette Voilà. expérience gérant de portefeuille, c'est quoi? C'est tu buildais des ETF, tu achetais des positions pour des clients derrière ou... Non, pas du tout. En gros, oui, on achète des positions pour des clients, parce qu'en gros, les asset managers comme ça, c'est souvent les clients, ça va souvent être des fonds de retraite, des assureurs, des CGP, etc. Donc, en gros, ils ont des clients particuliers derrière. Eux, ils sont une antenne qui vont être l'antenne professionnelle qui vont parler avec le gérant de portefeuille. Et en gros, on va gérer les positions pour eux. Donc, en gros, on va avoir les AUM, les Assets Under Management. En gros, c'est l'argent qu'on reçoit. Et avec cet argent qu'on reçoit de la retraite ou des assurances, ben, on va investir sur les marchés en leur nom, en fait. D'accord. Et nous, on se rémunère derrière sur des fees qu'on prend sur le PNL qu'on fait, quoi. Et du coup, voilà, ben moi de mon côté, c'était pas vraiment qu'on buildait des ETF, c'est plus on a un portefeuille d'actions, donc on a un benchmark à battre. Je donne un exemple, par exemple en France, un benchmark, c'est quoi? C'est un indice de référence qu'on va essayer de battre. On va essayer de battre le marché. Donc, par exemple, en France, l'indice que tout le monde connaît, c'est le CAC 40. Donc, le CAC 40, il va avoir une certaine performance dans l'année. Le but du fonds, c'est de battre cette performance dans l'année. Donc, on a notre portefeuille et on va choisir des actions ou retirer des actions en fonction de ce qu'on notre analyse qu'on fait. Donc, c'est purement de l'analyse fondamentale. En buy side, c'est souvent ce qu'on fait, c'est on analyse les états financiers de la boîte, en gros. Et donc on va analyser, je sais pas moi, la balance sheet, l'income statement et tout ça de la boîte. Et puis on dit, est-ce qu'on l'achète, est-ce qu'on la vend? Et c'est comme ça que on gérait notre portefeuille au quotidien.
D'accord. Et du coup, avec l'expérience que tu avais justement dans cette boîte en essayant Ouais. de battre le marché, est-ce qu'en général, le client derrière, il avait de l'alpha, c'est-à-dire est-ce il avait une performance supérieure au marché ou justement le fait d'acheter et de vendre, tu avais plus de frais et du coup, à la fin, le client, il s'en sortait finalement avec plus de fees que de performance. Ouais, bon, bah ça c'est un peu le le point un peu sensible du sujet, puisque bon, j'ai travaillé aussi dans les ETF auparavant, Ouais, qui sont plus le côté justement où tu suis le marché, t'essaies pas de le battre, ouais. tu le suis, on appelle ça la gestion passive. Et en gros, les fonds actifs, donc ceux qui font du stock picking comme ça, qui vont Mhm. choisir les actions, ils battent Bien assez sûr. rarement le marché. Souvent, les fees sont assez conséquentes. C'est justement là qu'on voit les bons gérants des mauvais, hein, qui arrivent à faire de l'alpha. Dans mon expérience, j'ai quand même vu rarement de gérants. En fait, souvent, ils se font porter par le marché, quoi. Bien sûr. Si le fixed income se porte bien, bah, les fonds de fixed income se portent bien. Et si le fonds de fixed income se porte pas bien, bah, ils se cassent la gueule avec, quoi. Ouais. Et historiquement, je ne sais pas si tu avais vu, mais tu avais Warren Buffett en fait qui avait fait un pari contre grosso modo, tous les hedge funds, les asset managers, etc. Ouais, Il avait mis juste une somme sur 10 ans sur quelques ETF. ouais. Et du coup, les géants, eux, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent, acheter, vendre, analyse fondamentale, etc. Et au bout de 10 ans, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Warren Buffett, en fait, il les a explosés au niveau de la performance. Sans Bah, rien c'est un faire. peu ce que j'ai remarqué aussi, hein. Dans mon expérience, c'est difficile de vraiment de trouver de l'alpha pur tel quel. Moi, en tant que Gaël, j'aime bien partir sur les ETF, non pas parce que j'ai été vendeur ETF avant, mais les fees, ils sont. Je crois que c'était Vanguard qui avait lancé des ETF gratuits carrément, donc tu t'es Mm. investi dessus sans fees en fait, et tu ramasses juste les performances du marché, quoi. C'est. Bien sûr. Ouais. Et, et attends, là, du coup, tu étais sur la partie asset management. Et avant, là, tu disais que tu Ouais. avais fait de l'ETF. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de Ouais, l'expérience où tu étais dans les ETF? Ça, c'était avant la partie asset management, c'est ça? c'est ça, Ok. c'est ça. En gros, bon, les métiers du front office en finance, ils sont toujours un peu tricky à avoir au début. Donc, avant ça, il a fallu que je rentre, je vais pas appeler ça la petite porte, mais vers des métiers un peu plus à côté. Donc, moi, vraiment, j'ai pas de tabou là-dessus. Je suis rentré en marketing d'abord Mhm. à Amundi. Donc, j'étais déjà à Amundi en marketing. Ça, c'était pendant la césure. J'ai fait 6 mois. Donc c'est du marketing sur des ETF. Donc voilà, on n'est pas là à traiter les ETF, etc. Mais au moins ça m'a permis de découvrir ce que c'est un ETF, parce qu'en gros le marketing, c'est on va expliquer aux clients qu'est-ce que c'est. Bien Donc sûr. voilà, moi ça m'avait permis de comprendre au moins la mécanique du produit, etc. Donc suite à ça, bah, j'ai pu monter un petit peu, on va dire, je suis parti en vente chez Natixis, Investment Manager, la partie asset management de Natixis. Et là, je suis parti en vente ETF, donc je l'ai clairement vendu en mode, bah, j'ai fait du support à la vente, marketing. Est-ce que maintenant je peux partir en vente derrière? Et voilà, bah, j'ai utilisé mes expériences, je connaissais déjà les ETF, donc ils étaient contents. En vendeur, c'est toujours utile d'avoir des connaissances un peu techniques. Mhm. Et voilà, c'était mon deuxième stage de césure avant de pouvoir enchaîner vraiment sur de la gestion derrière, quoi. D'accord. Et du coup, toi, quand Ouais. tu vendais les ETF, est-ce que tu étais en contact avec ceux qui construisaient l'ETF, le panier de stock ou de. Ouais, alors j'étais plus en contact en mode on expliquait un peu ce que les clients, enfin les retours des clients qu'on pouvait avoir. Ok. Beaucoup aussi sur l'explication des produits. C'est pour ça que c'était assez intéressant, parce que quand un client va nous poser une question sur le produit, bah c'est bien d'avoir l'explication technique derrière, parce Bien que sûr. forcément on peut pas trop bégayer face au client. Donc forcément, ouais, on était pas mal avec les ingénieurs financiers qui étaient derrière les ETF. Pour nous expliquer voilà comment on le construit. J'étais pas mal sur des ETF un peu smart beta, je sais pas si tu en as entendu Mhm. parler. En gros, c'est des ETF. En gros, on va avoir des indices un peu vanille, le CAC 40, le S&P 500, c'est tous les ETF un peu que tout le monde connaît. Et on va avoir des ETF un peu plus personnalisés, un peu plus, on va personnaliser ça au client. Donc, je sais pas, un client type un fonds souverain voudrait avoir un indice spécifique, bon, on va le construire pour lui. Mhm. Et du coup, on va traquer l'ETF donc en fonction de ses propres spécificités à lui. Et voilà, on nous expliquait comment on le construisait, comment on va rebalancer l'indice, etc. Donc c'était assez intéressant. Ok, bon bah super, super intéressant. Et du coup, après cette expérience, donc tu as fait donc ETF, Asset Manager, tu es C'est parti ça. dans la vente un peu, et après, là, Oui. quelle était la next step?
La next step, du coup, c'était mon VIE. Je suis parti en VIE, donc à la Société Générale pendant 2 ans à Hong Kong. Alors attends, Et donc j'ai excuse-moi, avant ça, ouais, tu eu un échange avec une ouais, université à Hong Kong, c'est ça? totalement, totalement. Ouais. Donc bon, Fouad m'a un peu briefé tout à l'heure Ouais. que c'était justement, en fait, j'étais à la CUHK qui est un partenariat avec HEC Paris. Mhm. Donc quand j'étais là-bas, bah, j'avais croisé pas mal d'étudiants à HEC, donc c'est pour ça que je le mentionne. Ça s'appelle la Chinese University of Hong Kong. Et en gros, bah, là-bas, j'ai pu faire des cours de finance. Donc, j'avais fait pas mal de cours sur les produits dérivés. Donc, on a revu pas mal de statistiques, de probabilités, puisque j'avais un bagage école de commerce de base. Donc, ça m'a fait du bien de revoir les probas, les stats, etc. Et j'ai fait pas mal de cours en obligations aussi, tout ce qui était fixed income, crédit, taux et tout. Et enfin ça m'a beaucoup aidé pour bah, les stages et pour ensuite venir à Hong Kong derrière, puisque du coup je connaissais déjà Hong Kong et j'avais aussi un peu envie de me venger parce que en tant qu'étudiant, on n'avait pas l'argent pour profiter de Hong Kong. Et, et du coup, bah, là, j'ai pu un peu mieux profiter de mon séjour là-bas. Top, top. Et du Ouais, coup, alors, quand tu as fait ton parcours, donc ton échange universitaire avec Hong Kong, comment tu as fait du coup pour ouais. rentrer, pour trouver une boîte et tout ça là? Alors, bah, les boîtes, en fait, on travaillait pas. On était un semestre du coup en cours. C'est juste, en gros, ton école, elle va avoir des partenariats. Enfin, je pense que les étudiants, ils doivent le savoir. Tu as les partenariats, puis tu vas être classé en fait en fonction de tes notes. En fait, tu as ta D'accord, ok. moyenne, tu as tes cours d'anglais aussi. Enfin, ça dépend aussi. Moi, bah, comme c'était une université où les cours ils étaient en finance, ils vont regarder tes notes en finance, tes notes en économie. Donc, on était classé par rapport à ça. Bon, moi, j'avais les notes suffisantes pour cette école-là. Donc, tu candidates en fait, et tu as plusieurs étudiants qui vont être en compétition avec toi. Ils prennent juste les meilleures moyennes, en gros. D'accord, ok. Voilà. Et, et du coup, comment tu as fait pour intégrer du coup, parce que après ton expérience, on va dire, étudiante à Hong Kong, t'as pu Ouais. rentrer, on va dire, avant de rentrer sur un desk. En fait, comment tu as fait pour intégrer du coup un parcours professionnel? Est-ce que c'était lié aussi par rapport aux notes que tu avais ou t'as tout Non, simplement. non, bah là c'était plus un peu le côté réseau, networking. En Ok, gros, ouais, j'avais connu pas mal de monde à Amundi. Tout le monde quoi, essaye un peu de se faire son chemin en finance. Donc bah moi j'ai un ami qui m'a dit ah bah si t'es sur Hong Kong, moi aussi je suis sur Hong Kong en VIE. Donc il était en VIE chez mon équipe ensuite à l'ASG qui s'appelait Trading Desk Assistant. Donc je vais appeler ça TDA. Mais en gros il était en VIE là-bas. Il m'a dit, bah, si tu es sur Hong Kong, est-ce que ça te dit que je te présente le poste, etc. Et ça s'est fait comme ça, vraiment par le réseau que je me suis fait déjà à Mundi de base euh, à Paris, en fait. super, super. Donc du Ouais, coup, grâce à ton réseau, tu intègres donc un desk côté TDA. Et du coup, alors c'est ça. quelles sont les tâches Alors déjà, quand tu arrives, qu'est-ce que tu ressens? Tu arrives sur un floor, trading floor, Ouais, quelles sont tes impressions? c'était complètement différent parce que en gros, avant toutes les expériences que j'ai mentionnées avant, c'est ce qu'on appelle le buy side. Donc en gros, c'est les gens qui vont acheter sur les marchés. En gros, ils n'ont pas d'accès. Enfin, Fouad expliquera bien, mais on n'est pas sur l'exchange. Ils vont passer par des brokers, par des banques ensuite pour passer leur ordre. Et l'ambiance est plutôt chill parce qu'on n'est pas sur les marchés justement. On va donner l'ordre, on attend que le trader il exécute et du coup voilà, t'as pas les horaires de marché, t'as pas le stress sur les marchés. Donc voilà, tu arrives à 9 heures, tu pars à 18 heures. C'était plutôt tranquille comme train de vie. Arrivé sur le trading floor à Hong Kong, j'étais juste pas prêt. Ça a beaucoup envoyé niveau Pourquoi tu n'étais pas niveau prêt? taf. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, il y a eu beaucoup de codes, il y a eu beaucoup de codes qui sont arrivés d'un coup. Il y a beaucoup de demandes clients du coup qui arrivent un peu dans tous les sens. Il y a un peu plus de bruit forcément sur le floor parce que tu as les vendeurs qui crient, il appelle le trader, j'ai un tel qui veut qu'on quote et tout. J'avais pas l'habitude. Tu as tous les algos de trading qui font du bruit, tu as les alarmes et tout. Moi vraiment quand je suis arrivé au début, c'était le cirque quoi. Vraiment, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce floor? Et voilà, c'était un peu plus dynamique. Et en fait, ça m'a changé parce que bah, maintenant, c'est vrai que j'aurais du mal à retrouver un métier un peu plus tranquille comme l'asset management. C'est vrai que moi, j'ai été habitué du coup un peu plus de dynamisme quoi sur le travail. Donc moi, c'est surtout ce que j'ai ressenti en arrivant
sur un floor de trading, donc côté sell side, où là, au contraire, on va vendre et plus acheter, quoi. D'accord, ok. Et là, du Ouais, coup, tout à l'heure, tu me disais que sur la partie TDA, tu faisais de la côte ouais, pour la partie Delta One, c'est ça? Donc, est-ce que ouais, tu peux c'est nous ça, ouais. expliquer un peu en quoi ça consistait? Ok. Donc en gros, le desk, moi je l'appelle TDA, ça s'appelait Trading Desk Assistant. Pour l'historique, en gros, avant, on faisait les risques un peu intraday du floor. J'étais pas spécifique à un desk, je m'occupais de tout ce qu'on appelle les produits linéaires. Donc en sell side, on va souvent séparer les produits non linéaires et linéaires. Non linéaires, c'est souvent les produits avec des options, etc. Un peu plus compliqués, on va dire. Et les produits linéaires, c'est tout ce qui va être les produits, on va dire un peu plus delta one, c'est-à-dire quand on a la courbe des PNL, c'est une droite, quoi, une droite linéaire. Donc ça va avoir, j'avais les desks delta one. En fait, j'étais sur les activités prime brokerage. Prime brokerage, c'est quand on va fournir un service en fait au hedge fund et tous les clients en fait qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec toute l'infrastructure qu'une banque peut avoir, ils vont déléguer ça. Donc voilà, j'ai assisté donc tout ce qui était Delta One, synthétique, les produits synthétiques, tout ce qui était repo, stock loan, donc prêt de titres, etc. Et le côté QMM, donc quantitative market making, qui eux globalement faisaient de l'argent pour la banque à travers des algorithmes, grosso modo. Ils n'avaient pas de clients, mais comme ils étaient sur des produits linéaires, justement, parce qu'on séparait produits linéaires et non linéaires, c'est pour ça que j'ai dû les assister. Et donc, bah, j'ai travaillé avec tous les produits Delta One. Donc, tu as mentionné les swaps. J'ai travaillé sur les swaps, sur les ETF, sur les futurs et le cash equity. Donc, cash equity, c'est les actions. Je donne une action bête Alibaba. Hmm. Et, et donc voilà, j'ai travaillé là-dessus. Donc ça consistait en quoi pour Delta One? Tu as mentionné les quotes, c'est tous les jours, bah, tu as le buy side en face. Le buy side, il a besoin comment dire, de quantifier son exposition, de pouvoir pricer bah, même son portefeuille, calculer son PNL. Donc il va acheter des produits dérivés pour se couvrir ou pour se leverage, par exemple. Il les achète aux banques, le sell side. Et bah, du coup, il lui faut une quote. Enfin, il lui faut une quote tous les jours parce que c'est mark to market. Les swaps, ça veut dire qu'on va donner enfin, une valorisation tous les jours, quotidienne. Et donc, c'est obligatoire hein, aux US, par exemple. On est obligé de fournir une cotation tous les jours du swap à tous les asset managers qui sont en face. Et donc, bah, ça, c'est un des travaux que j'ai dû faire. Donc, en gros, j'avais une centaine de swaps à pricer toute la journée. Tout ça, c'était automatisé. On avait des codes. Souvent, c'était du code VBA pour ça. Donc, bah, tu maintiens le code et voilà, tu le répares, tu l'améliores et tu prices les swaps quand le trader en a besoin, quand le client lui demande. Super, super. Et pour tous ceux qui Voilà. demanderaient, justement, parce que toi, tu sors d'une école de commerce, prépa, Ouais. Dauphine, etc., est-ce que tu savais coder ou est-ce que tu as appris à coder sur le tas en VBA ou peut-être Non, Python? pas du tout. Ouais. Moi, vraiment, j'ai appris à coder sur le tas. Ouais. C'est plus en discutant en fait. Moi, je suis quelqu'un, je discute beaucoup avec les autres VIE, avec les autres stagiaires. J'entends que les gens ont certaines compétences. Bah, c'est vrai que moi, je suis assez curieux, donc j'essaye d'apprendre par moi-même. Mais forcément, j'ai besoin d'être sur le terrain pour savoir à peu près ce que les autres font. Sinon, de base, moi, à l'école, en école de commerce, on avait des bases de code, mais c'était pas suffisant par rapport à ce que moi, on m'a demandé. Au travail. Donc ça a été vraiment sur le tas. En fait, c'est vraiment, on te donne un projet, forcément, tu arrives, tu te sens submergé, tu es en mode je vais jamais y arriver. Puis tu commences à regarder sur Google, tu commences à t'inspirer des codes qui sont là, tu commences à parler aux gens, et puis voilà, ça vient avec le temps. Puis tu fais des cours en ligne aussi. Moi, j'ai fait pas mal de MOOC. Hmm. Bah là, c'était par exemple à l'ASG, nous on avait accès à Coursera. Hmm. Du coup, sur Coursera, tu avais des cours de Python. Donc, forcément, bah, en dehors de l'ASG, j'avais pas Coursera. Mais voilà, moi, mes pauses déj, j'essaie de rattraper mon niveau en code parce que tu es face à des ingénieurs, etc. Donc, en venant d'école de commerce, au début, tu te sens un peu off, quoi. Donc, bah voilà, moi, j'ai rattrapé comme ça. J'ai fait beaucoup de MOOC Hmm. et beaucoup, j'ai regardé comment les autres y font, hein. Ouais. Et surtout aussi, Ouais, ce qui est intéressant de dire, c'est que toi, tu es arrivé sur le desk, en face de toi, tu avais directement les managing directors, ouais, les directeurs ouais, de ouais, c'est desk, ça. etc. Et les gars, en fait, Exactement. ils se demandent pas si toi, tu sais coder, ils te disent juste, C'est donne-moi ce ça. résultat, quoi. Ah, c'est exactement ça. Elle venait pas mal de là, la pression. C'est-à-dire qu'en gros, moi, mon desk, voilà, il y avait pas mal de turnover. Les gens partaient, les gens rentraient, partaient. Du coup, bah, pendant 6 mois, j'étais seul.
sur le desk. Donc je tenais la baraque seul sur ce desk-là. Du coup, tu es le seul point d'entrée, il n'y a pas de manager, il n'y a rien. Donc forcément, tu es en face des managing directors, les head of trading de Paris, de Hong Kong et tout. Et comme tu as dit, le head, il se pose pas la question est-ce que tu es VIE, est-ce que tu sais coder. Il dit je veux ça. Et il te le fait bien comprendre qu'il le faut vite. Et du coup, bah ouais, t'apprends à coder vite, quoi. Mm. Et du coup, toi, à un moment, je me souviens, tu faisais pas l'ouverture de l'Australie tôt le matin, non? Si, ça c'était plus sur ma deuxième partie de VIE. Donc en Ouais. gros, voilà, un petit tip que je peux donner, c'est que n'hésitez pas à pas forcément rentrer sur le desk que vous voulez, sur l'équipe que vous voulez. Enfin, c'est sûr qu'on se donne tous une cible, mais moi par exemple, je suis allé sur TDA, c'était pas forcément ma cible. Moi de base, je faisais de l'asset management, je me suis retrouvé en sell side, je sais pas comment. Et puis, en gros, bah, j'ai fait un an chez TDA. Et puis, comme je disais, à force de réseauter, bah, j'ai pu bouger, j'ai pu faire une espèce de rotation après la deuxième année. Et du coup, je suis parti dans l'équipe de quantitative trading, du coup. Et dans cette équipe-là, ben, j'ai fait du coup, comme on faisait du trading algo, il fallait être là dès que le marché ouvre, pour expliquer un peu. Dès que le marché ouvre, bah, on est là. Et bah, comme on est à Hong Kong, Hong Kong c'est le centre, on va dire, de l'Asie, c'est un peu Mm. le hub financier. Bah, on traite un peu tous les marchés, donc tu as tous les décalages horaires, ce qui faisait que bah, nous, on traitait l'Australie notamment. Et l'Australie, quand tu fais le décalage horaire, Hong Kong, ça fait 7 heures, donc on doit être là 30 minutes avant, donc ça fait 6h30 l'arrivée au desk, quoi. Mm. Et du coup, toi, quand tu ouvrais, donc du coup, tu commençais, tu avais tous les automates qui se lançaient, etc. Ouais, Si tu peux c'est un peu ça. expliquer ce qui est la partie quantitative market making, tu as mentionné les Ouais, algos et après, tu as aussi la partie donner, proposer de la liquidité au marché. Et là, en fait, tu te fais payer en reward par les ouais, marchés. ouais, totalement. Bah, en gros, bah voilà, en banque, tu as un peu deux parties. Alors la deuxième partie, elle est toute minime, hein, en gros, tu as la partie, on va dire, agency où ils ont des clients. Mm. Typiquement, comme je disais, ils vont avoir le buy side en face qui vont leur dire je veux passer tel ordre, et puis le trader sell side, il l'exécute. Et puis, tu as une toute petite partie qui existe plus réellement vraiment en Europe, un peu plus présente en Asie, aux US, c'est la partie market making, qui est en gros le market making, c'est qu'on n'a pas de clients, on fait l'argent en fait pour la banque, donc on a le capital de la banque et puis on va traiter avec. Et là, comme tu dis, on traite, enfin, on essaie purement de faire de l'alpha puisque là, on n'a pas à contenter un client ou pas. Mm. Donc on va le faire comment? Souvent, on passe par des automatismes, donc on va avoir des algos, des automates, comme tu dis, et en fait, on va traiter en fait avec ces algorithmes-là. Du coup, c'est le côté quant, puisqu'on va faire beaucoup de code, beaucoup de mathématiques, c'est des statistiques en fait qu'on va utiliser, des statistiques pour faire de l'argent, typiquement. Donc, comme tu as dit, il y a le côté liquidity provider, donc market maker. En gros, tu es un teneur de marché, ça veut dire que euh, quand tu achètes une action sur le marché, bah, il faut des gens qui vont, en fait, quand tu vas au marché et que tu achètes des pommes et des bananes, il faut qu'il y ait des gens qui posent la pomme Mm. sur la table. Bah, en gros, quand Exactement. tu es liquidity provider, bah, voilà, en gros, tu as les inventaires de la banque. Donc, la banque, elle va avoir certaines actions dans son inventaire. Bah, voilà, elle va les proposer au marché, donc elle va provide de la liquidité. C'est ça qu'on dit. Et en gros, bah, les marchés, bah, eux aussi, un exchange, c'est une entreprise aussi. Donc, elle doit aussi dynamiser son marché. Donc, comment elle fait ça? En fait, elle doit inciter les gens à venir sur son exchange. Parce qu'un exchange, ça a aussi une concurrence. Ça a les autres exchanges dans les autres pays. Tu as les dark pools, par exemple. Tu as plein d'autres plateformes, en fait, qui lui font concurrence. Et donc, pour que les gens viennent mettre leurs actions chez elles, proposer leurs actions chez elle, bah, elle va proposer des rebates. C'est ce que tu Mm. parlais, certains rewards qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, bah, en gros, si tu mets ton action, on va te donner de l'argent. Si tu mets ton action chez nous, bah, on va te mettre un rebate et tu vas gagner de l'argent pour avoir mis de l'action. Donc, en fait, on va avoir des algos, typiquement, qui vont jouer typiquement sur ces rebates-là en fonction des marchés, voir où est-ce que les rebates sont intéressants et provide de la liquidité à cet endroit. Voilà. Super, très clair, très clair. Ok, super, Gaël. Bah écoute, c'était clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler? Donc là, tu nous as parlé un peu des rebates, le fonctionnement de la partie quantitative market making, etc. Est-ce que tu as eu Oui. justement, quand tu es arrivé sur ce poste et que justement il y a eu pas mal de turnover, est-ce que tu as eu des phases par exemple, d'extrême stress quand tu es arrivé, que tu étais le matin, que tu ouvrais l'Australie et que tu étais par exemple seul? Est-ce que Ouais.
Ouais, ouais, pas mal. Bon, j'étais jamais seul parce que en tant que VIE, du coup, fallait tout le temps quelqu'un avec nous sur le desk parce que les VIE, on peut pas. C'est pas nous qui allumons l'algo. Enfin, il faut un trader pour allumer l'algo parce qu'au niveau de l'exchange, c'est obligatoire. Mais bon, même en étant à deux, c'est quand même stressant. Bon, je donne un exemple simple. Les algos, ils vont marcher avec des paramètres. En fait, on va pousser des paramètres aux algos tous les matins. Donc, les paramètres, évidemment, il faut qu'on vérifie qu'ils soient bons parce qu'un paramètre faux, bah, tu vas perdre de l'argent parce que tu t'es trompé dans tes paramètres. Imaginons qu'il y a un bug sur la data et on est tout seul parce qu'il est 6h30 et il n'y a pas d'IT avec nous, il n'y a pas de dev, il n'y a personne, on n'est que deux et qu'ils n'arrivent pas avant 8h. Bon, voilà, on est un peu en stress. Et oui, là, on a des fortes périodes de stress parce que bon, le trader, lui, il joue sa place aussi. Donc forcément, il te fait Mm. bien ressentir la pression. Et oui, là, le but, c'est clairement d'essayer de se dépatouiller, quoi, sans les devs. Parce qu'en gros, pour expliquer, les traders, ils vont avoir des devs, en fait, donc les devs, c'est des développeurs informatiques qui vont les aider sur les outils que les traders vont utiliser. Sont des applications. L'algo, c'est plusieurs interfaces qu'on va avoir pour pouvoir parler à l'algo. Et quand il y a des bugs, bah, c'est les développeurs, on appelle ça les phares, les développeurs front, qui vont nous aider en fait pour améliorer des choses si on veut rajouter des features par exemple à l'application ou réparer quand il y a des bugs. Parce que des bugs, quand il s'agit de data, il y en a un peu tous les jours. D'accord, super. Et Ouais. du coup, toi, est-ce que tu travaillais sur des gros, comment dire, je vais pas dire du big data, mais sur des grosses quantités d'informations pour essayer de builder des modèles ou... Ouais, ouais, totalement. Bah, en fait, quand j'étais sur TDA, ce qui a fait que je suis rentré chez QMM, comment j'ai fait ma rotation, c'est parce que j'ai travaillé du coup sur leur base de données en fait. Donc en gros, c'est un projet qui permet de te mettre en avant et du coup de te faire connaître des gens. Et en gros, c'était une base de données. Voilà, tout ce qui est machine learning, big data, c'est encore très nouveau en finance. On en parle beaucoup, mais c'est encore vraiment une niche. J'ai passé des entretiens un peu dans d'autres grosses banques, etc. C'est vraiment une niche encore, hein. On en parle, mais c'est à l'état embryonnaire. Et donc, à la Société Générale, voilà, on ne fait pas encore purement du machine learning tel qu'on peut l'entendre dans la théorie, mais en tout cas, on commence à mettre en place ce qu'on appelle des data pipelines, on met des data scientists, etc. Mais euh, voilà, moi j'ai travaillé plus sur ce côté, on met en place, on met en route ce virage vers la big data, vers le machine learning. Donc en gros, on a fait des bases de données, donc tu réfléchis comment on récupère la donnée, comment on la vérifie et comment on la met à disposition des traders ou des quantitative researchers. Quantitative researchers font de la recherche mathématique en gros. Bah, c'est ça, j'ai travaillé sur les bases de données. J'ai aussi travaillé sur directement des données, hein. Les algorithmes vont donner des datas. Et comme moi j'étais en haute fréquence, bon bah tu as des datas toutes les millisecondes. Donc ça fait beaucoup de data à recevoir. Tu parlais de big data. Le dernier projet que j'ai eu, j'avais environ 5 millions de data qui me tombaient dessus à chaque fois. Et en gros, bah, c'est là où tes connaissances en code sont bien parce que c'est pas un code avec 200 lignes, quoi. C'est un code, on t'envoie beaucoup de data, donc il faut que ton code il soit assez optimisé pour récupérer toute cette data et pas bugger, parce que si ça bug, on est à la milliseconde près, donc c'est un peu embêtant. D'accord, ok. Et du coup, Voilà. je sais pas si tu te souviens, là, il y a un moment, tu étais sur un projet et tu devais ressortir tes cours de mathématiques parce que justement, on t'avait demandé Oui, des trucs assez spécifiques. Est-ce que tu veux nous en parler oui, bien sûr. Bah, en gros, voilà, sur les desks quant, enfin, quand on parle de machine learning, en fait, pourquoi on parle de machine learning? C'est parce qu'on essaye de prédire, en gros, ce qui va se passer plus tard. Donc, le machine learning, c'est ça, c'est on va utiliser les données, on va utiliser les algos, du coup, pour voir ce qui va se passer derrière. Et donc, en gros, là, ce qu'on me demandait, c'était, alors, c'est pas vraiment de la data science, j'appelle ça plus de la data analysis. En gros, on me donne plein de data qu'on peut avoir sur les marchés et je vais essayer de trouver des patterns statistiques. En gros, des choses on va retrouver plusieurs fois sur les marchés, les identifier et envisager que peut-être ça va se reproduire. Donc en gros, bah là, on m'avait demandé, voilà, sur un projet d'étudier la volatilité d'un marché. Donc forcément, il fallait revoir toutes les formules de volatilité des cours, quoi. Clairement, j'ai ressorti tous mes classeurs de cours et tu relis, parce que la volatilité, voilà, il y a plusieurs volatilités, c'est un peu compliqué au niveau des hypothèses. Quelles hypothèses tu vas mettre sous ton modèle
pour dire que ton modèle est assez complexe ou pas pour tel sujet. Et donc voilà, c'était clairement des maths, fallait revoir à zéro, mais c'est des maths appliquées parce que ensuite tu le mets dans un code et le code il est automatisé. Donc en fait, tu revois ta formule, tu vois comment tu veux toi paramétrer, ajuster en fonction de ton besoin, et ensuite on le met sur le code. Voilà. D'accord. Et du coup, tu Voilà. avais trouvé, là, sur les dernières, par exemple, expériences que tu avais, asset management, la partie buy, la partie TDA et la dernière, l'expé que tu avais, là, est-ce que tu as vu qu'il y Oui. avait un niveau de mathématiques qui était quand même plus poussé dans les hedge funds, dans la partie asset management ou plutôt Ouais. dans la banque de finance? Ouais, ouais, clairement. Alors, ça dépend. Attends, parce que en gros, en côté purement buy side, le traditionnel, hein, ce qu'on appelle les fonds long only, etc., la partie mathématique, ça dépend des fonds, hein, mais moi, ceux où j'étais, c'était pas purement mathématique, c'était de l'analyse fondamentale. Donc, le niveau mathématique, code, était pas super élevé. En code, on te demandait de faire du VBA, du SQL, un tout petit peu de Python, mais voilà, t'étais pas obligé de coder comme un développeur informatique. Mm. Euh, Là, je suis arrivé sur un desk quant, donc forcément, on s'attend à ce que tu sois quant. Moi, dans mon équipe, bah, mon chef était polytechnicien, donc bah, Mm. forcément, il s'attend au même niveau. Moi, je venais d'école de commerce, donc ouais, il fallait réviser, quoi. Clairement, il fallait réviser, il fallait revoir les maths. Donc là, le niveau mathématique et code a beaucoup augmenté. Maintenant, je trouve quand même que côté hedge fund, vu que tu l'as mentionné, le niveau, il est plus élevé. Parce que tout ça, c'est à cause de la régulation. Je l'ai expliqué, le market making, c'est devenu une petite partie des banques. C'est plus du tout devenu Mm. le vrai business core de la banque. En fait, il s'est déplacé vers les hedge funds. Maintenant, c'est les hedge funds qui font tout ce business-là. Donc, on va dire toutes les grosses têtes qui étaient en banque avant, tous les polytechniciens, les centraliens, les mecs de Harvard, etc., ils sont tous partis vers les hedge funds. Déjà parce que ça paye mieux et parce que bah, le business, en fait, s'est décalé là-bas. Donc, ouais, là-bas, ouais, le niveau, il est très élevé. Très, très D'accord. élevé en mathématiques et en code, ouais. D'accord. Et du coup, si on passe un peu sur la partie environnement de travail, justement, le fait de Oui, côtoyer des gens, tu vois, qui sortaient de X, Polytechnique, Centrale, les mines, etc., comment, ou même des ouais. écoles d'Australie, etc. Parce que, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on sort un peu de Paris et qu'on est sur Hong Kong, sur les grosses places comme ça, en fait, tu es Mhm. en compétition avec les plus gros cerveaux de la planète. Donc, du Ouais, coup, tu exactement. côtoies des gens, tu vois, Japon, etc., qui sortent un peu des plus grosses écoles. C'est ça. Aussi anglaise, etc., et qui se retrouvent sur une concentration dans un même endroit. Donc, comment est-ce que toi, tu as C'est ressenti ça. le fait de travailler avec des gens comme ça qui avaient des gros, on va dire, background et qui échangeaient, tu vois, qui partageaient leur manière de raisonner qui pouvait Mhm. être différente et qui, in fine, Ouais. peut aider à penser différemment aussi. Mm, mm. Bah, moi, j'ai trouvé ça super inspirant. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais venu en finance. C'était parce que j'avais besoin un peu de me stimuler intellectuellement. On a pu revoir tous les principes qu'on voyait en prépa. Moi, mes amis disaient que ce qu'on apprenait en prépa, on le réutilisait plus. Bah, c'était faux pour moi. Moi, tout ce qu'on a vu en prépa, j'ai dû le réutiliser sur le desk, quoi, enfin Mm. sur le floor. Donc j'étais assez content de ça. Et du coup, bah oui, comme tu dis, c'est un peu une chance d'avoir bah, des gros cerveaux à côté de soi. Donc bah moi, je l'ai clairement utilisé pour apprendre. Moi, je suis arrivé, je voyais que j'étais pas fort. Après, ça, c'est ma personnalité. Moi, quand je vois que je suis pas fort, j'aime bien catch up. Mm. J'aime bien, j'aime pas être la personne qui reste derrière. Donc forcément, il y a des mecs qui sont forts, bah j'essaye ouais, d'attraper le train, quoi. Clairement, je regarde comment ils apprennent. Moi, je vais lui demander, qu'est-ce que tu check? Pourquoi tu dis que ce que j'ai fait, c'est pas bon? Et voilà, le week-end, les heures creuses, type déjeuner, etc., bah, j'essaie de catch up avec eux. Eux, bah, t'es dans leur équipe, ils font pas la différence. Ils vont pas se dire, bon, lui, il est pas très fort là, etc. Moi, mon chef, il me disait code en C++, code en C Sharp. Ben, j'ai pas fait d'école d'ingé, ben, j'ai appris, quoi. Enfin, j'étais Mm. obligé de catch up. Enfin, en tout cas, moi, dans ma personnalité, il fallait que je catch up. Et c'est dans ce sens-là où ça m'a plu parce que ben, j'ai eu plus de skills que j'en aurais jamais eu, quoi. Super, bah surtout, ouais, tu t'es adapté en. Là, tu as codé, tu avais fait du VBA, C++, Ouais, etc. Là, c'est. Normalement, les gens qui font du C++, ils sortent d'école d'ingé, etc. Toi, tu as catch-up on ouais, the fly, quoi.
Ouais, ouais, bah ça c'est vraiment l'environnement de travail comme tu dis parce que tu as les développeurs autour. En fait, tu as tout le monde qui va coder, tout le monde avec des skills différents et tu regardes et on te met sur des projets, on va dire ensemble. Donc forcément, il faut que je sais pas si tu codes en VBA, bah, au moins ton output il puisse être lu par son code en C++ par Mm. exemple. Et en fait, c'est plein de projets comme ça qui font que forcément tu as des notions d'un skills à une autre et t'apprends en fait. Super, super. Et du coup, en parlant de l'environnement de travail, là, est-ce que tu as des choses à dire Oui. justement là, par exemple, par rapport au deadline, par rapport au projet? Est-ce que tu as senti Ah ouais. du Ouais, faut stress ou est-ce que vraiment. justement tu as t'as dû t'adapter de par la pression, faire en sorte de livrer quelque chose? Parce que souvent en banque, c'est tu livres ou pas, quoi. Donc, est-ce que tu as dû Ouais. t'adapter? Est-ce que tu as eu des grosses sources de stress? Ouais, moi ça m'arrivait souvent parce que surtout côté TDA, en gros, le truc c'est que j'avais plusieurs desks en même temps avec moi, donc forcément quand un desk te demande un truc et qu'un autre desk vient et puis tout le monde est MD et puis tout le monde te crie dessus, Mm. c'est un peu, tu te sens un peu sous l'eau. Moi vraiment ce que j'ai appris c'était prioriser. Et en fait, bon, déjà, faut apprendre vite. Et aussi, le truc, c'est que en fait, les problèmes, c'est souvent des patterns. Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais. Souvent, c'est des patterns et en fait, à force de les voir, bah, tu sais comment les régler et c'est comme ça que tu vas vite. Tu essaies de comprendre l'environnement général de la banque, essayer de voir qui a l'air d'avoir un problème vraiment, parce que tout le monde va crier que c'est urgent. Mm. Ça, Ouais. c'est en banque, sur le floor, tout le monde va te dire c'est urgent. Toi, à force de parler aux gens, à force de connaître un peu le business, bah, tu sais qui perd vraiment de l'argent et qui va vraiment avoir besoin de ça. Et moi, je priorisais comme ça. Et je me donnais une certaine deadline. Si au bout d'un moment, je voyais que, parce qu'en code, on peut tourner en boucle pendant des heures, donc je me donnais de certaines deadlines. Je me disais, par exemple, si à 11 heures, j'ai pas terminé ça, faut que je tourne et je tournais comme ça sur les sujets. Comme ça, tu avais tout le temps quelque chose à fournir. Parce qu'ils vont te demander des head-up tout le temps. Tout le temps, ils vont te demander t'en es où. Et tu peux pas lui dire bah, j'ai fait tel projet, du coup j'ai pas avancé sur le sien. Du coup je tournais de projet en projet pour avoir tout le temps un petit update à chaque fois quand on me demandait quelque chose. Enfin en gros je le gérais comme ça moi. D'accord. Et genre sur une journée, tu tournais sur combien de projets environ? Ouais, ça dépend. Il y avait des grosses périodes de rush où je pouvais avoir 6 7 projets en plus de la prod. La prod, Ouais. c'est-à-dire les 100 swaps à pricer et puis tous les codes qui Ouais. tournent. Mais ouais, je pouvais avoir 6 7 projets. Après, voilà, ça dépend. C'est sûr que sur un projet de 2 mois, je prends un peu plus mon temps. Et puis, des fois, tu as des projets sur une semaine et puis tu taffes le week-end, quoi. T'as pas trop le D'accord. choix. Ouais. Et du coup, bah justement, quand tu parles de week-end, etc., en termes d'intensité de travail, est-ce que tu penses que versus asset manager, buy side et banque de finance et d'investissement, là, tu te dis au niveau de l'intensité sur le trading floor, tu vois ça comment? Bah, ça dépend vraiment des gens. Je pense que moi, par exemple, enfin moi, niveau personnalité, j'aime bien être stimulé. Moi, j'aime bien le dynamisme. Du coup, c'est vrai que le trading floor, ça m'a plu sur ce côté-là. Ce côté, on apprend tout le temps des choses. Par exemple, moi, côté Quant, on était tout le temps au top de la technologie. On travaillait sur le cloud, on travaillait sur plein de trucs informatiquement parlant. C'était le top, mais du coup, bah, tu as le rythme qui va avec. Alors qu'un asset management, bah, je dirais que bah, par exemple, si un jour j'ai une vie de famille, etc., c'est un peu mieux parce que forcément, tu donnes un peu ton âme à la banque sur le floor. Mais le jour où tu as une famille et besoin de plus d'équilibre, bah, je pense que c'est bien de passer en buy side histoire de d'avoir un peu plus d'équilibre de vie perso. Mais du coup, ouais, on va moins apprendre, on va moins être poussé dans nos retranchements. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est que le floor, il m'a permis d'aller à Hong Kong, de connaître plein de gens, enfin, j'avais plein de compétences, etc. Qu'en buy side, j'aurais été enfin, un peu plan-plan à Paris, à finir à 17 heures. Alors, c'est bien, hein, je dénigre pas du tout, mais ça m'aurait un petit peu moins poussé loin, je pense. Exact, exact. Après, c'est vrai que côté buy-side hedge fund, il y a des desks quand même qui sont très compétitifs à Hong Kong. Je Ouais, parle des Millennium, etc. Où bah, en totalement. fait, tu as un trader qui va gérer ou quelques traders sur le desk qui vont tout gérer, la partie compliance, Mhm. IT, Ouais, totalement. risque, coût, etc. Et le jour où ils n'arrivent pas à gérer tout ça, qui en banque sont splittés dans différentes équipes, bah, Ouais, ils se mhm. font immédiatement virer. Et là, par exemple, sur Hong Kong, on Ouais, voit énormément de gens qui se font sortir parce que justement, il n'y a pas le. Ils peuvent pas se reposer sur, par exemple, TDA comme dans une grande banque. ouais, Eux, c'est eux qui se débrouillent en fait. totalement. Donc ça peut être Ouais, ouais, ouais. niveau pression, ça peut être extrême. Ouais, ouais, et puis Hong Kong est une place particulière. Hong Kong, c'est la place en Asie, du coup, bah forcément, c'est déjà un milieu déjà compétitif.
Donc comme tu dis, les périodes d'essai sont courtes, tu délivres ou tu délivres pas. Mm. Là où bah, en banque notamment, tu es un peu plus tranquille. Si tu as une perf, on va dire moyenne sur un an, bon, on va pas trop t'embêter. Sur 2 ans, on va commencer à t'embêter. En hedge fund, sur 6 mois, soit t'as fait de l'alpha, soit tu peux considérer de prendre tes valises, quoi. Exactement, exactement. Super. Et du coup, Gaël, est-ce que tu aurais justement des conseils à donner à tous les étudiants, les futurs développeurs ou les futurs traders qui souhaiteraient s'orienter justement d'une école de commerce ou même de Dauphine à un parcours trader front office? Ok. Moi, le conseil que je donnerais, le premier, on va y aller chill, c'est de pas trop se prendre la tête. Faut rentrer par une porte, peu Mm. importe la porte, mais faut rentrer par une porte dans la banque. Une fois à l'intérieur, vous ferez vos preuves, vous ferez votre réseau, etc. Moi, je suis l'exemple même. Hein, je suis rentré en marketing. Et puis ensuite, j'ai fait mon chemin. Je suis arrivé en quantitative trading en haute fréquence. J'aurais jamais pensé que j'arriverai là. Donc c'est juste pour dire, toutes les expériences sont intéressantes, on peut apprendre partout. Donc ça c'est mon premier tips. Et le deuxième c'est bétonner vraiment les compétences en fait, parce que vraiment c'est vraiment là-dessus que vous ferez la différence avec les autres. Les personnes en informatique apprenez la finance et les personnes en finance apprenez l'informatique et les maths. Parce que souvent on a des profils qui sont soit dans l'un soit dans l'autre, sauf qu'en finance on a besoin des deux quoi. Et c'est là où moi je pense que c'est super intéressant de venir combler les faiblesses. Faut pas avoir peur. Il y a les livres, il y a les MOOC, et il faut juste se donner les moyens parce que, comme tu l'as dit, la compétition elle est rude. Exactement. Sachant que là, sur Hong Kong, on a pas mal de personnes qui viennent d'Inde. Inde, ils produisent un Ouais, million d'ingénieurs par an. Donc ah les ouais, gens, ils viennent extrêmement formés et ils viennent à beaucoup, hein. ouais, totalement. Ah, ils font assez peur la concurrence Mm. là-bas. Exactement. Super, super. Et du coup, ouais, toi, donc, est-ce que tu as eu des contacts avec les anciens étudiants de ta promo à Dauphine? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ouais, ben, comme j'étais en master asset management, ils sont quasiment tous en gestion de portefeuille, quasiment tous en assistant gérant, en gestion. Il y en a qui ont déjà leur portefeuille assez jeunes. Voilà, bah, la différence avec moi et eux, la plupart sont restés à Paris. Mm. Moi, j'ai pu avoir la chance de partir à Hong Kong, de découvrir un peu ce dynamisme sur un marché un peu plus dynamique, ouais, voilà. Donc voilà, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais voilà, j'ai choisi un parcours différent, le sell side. Super, super. Écoute, merci Gaël. Et je sais pas, est-ce que tu as d'autres conseils à donner, des choses qui te viendraient à l'esprit comme ça? Je pense que tu as dit un truc très intéressant, c'est d'être curieux et en interne, se Ouais, balader, de demander, de totalement, réseauter, d'être curieux, d'aller sur les desks, de poser des questions. Et ça, c'est ça. effectivement, ça peut ouvrir des portes. Ouais, bah surtout pour les personnes d'école de commerce, on a un petit peu déjà cette fibre-là en nous. On aime bien aller discuter avec les gens. Faut pas avoir peur. Moi, je me suis beaucoup, je suis une personne un petit peu introvertie de base, donc en fait, on se met beaucoup de barrières dans les roues tout seul, des bâtons dans les roues tout seul. En banque, tout le monde a l'habitude. Vraiment, tout le monde est aware que les gens vont venir nous poser des questions. Les gens cherchent, enfin, ont un intérêt professionnel à venir nous parler. Faut pas avoir peur parce que c'est très accepté en fait. Enfin, c'est vraiment tout le monde est assez ouvert. Les gens sont, bah même au contraire, ils sont fiers qu'on vienne leur demander à eux. Donc voilà, faut pas hésiter, faut parler, discuter, faut ramasser toutes les informations qu'on peut avoir parce que tout n'est pas dans les livres. Exactement. Super. Bah, écoute, Gaël, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que ton expérience ultra enrichissante en aidera plus d'une et d'un. Et puis, bah, écoute, merci beaucoup, hein. J'espère. Merci pour ton De rien, témoignage. Merci. Et puis, de rien, Fad. on se tient au courant. Allez, salut. Ça marche.